Le vent de novembre fendait les chênes centenaires du cimetière national d'Arlington comme une lame invisible, emportant avec lui le parfum des feuilles mortes et de la terre sacrée. Des centaines d'uniformes militaires formaient des rangs impeccables le long de l'allée principale, chaque soldat incarnant le respect et la discipline. Les drapeaux flottaient en berne sur le ciel gris, et au loin, le rythme des tambours militaires résonnait entre les pierres tombales de marbre blanc qui s'étendaient à perte de vue. Les funérailles du général Thomas Jefferson Reynolds, général 4 étoiles, héros décoré, brillant stratège, avaient rassemblé l'élite militaire de tout le pays. Des sénateurs côtoyaient des amiraux. Les récipiendaires de la médaille d'honneur inclinaient la tête en silence. La sécurité était maximale. Chaque nom vérifié, chaque visage authentifié, chaque document examiné avec une précision militaire. Amara Thompson arriva à la porte 7 vêtue d'une simple robe noire achetée chez Target pour $38. Ses cheveux naturels étaient tirés en un chignon discret et ses yeux étaient gonflés par 3 jours de larmes. Elle ne portait aucun bijou, hormis son alliance en titane à la main gauche et une petite broche drapeau américain au col. Ses talons claquaient sur le trottoir tandis qu'elle s'approchait du contrôle de sécurité, serrant contre elle un sac à main en cuir noir renfermant 25 ans de souvenirs. Le sergent-major Richard Thornton se tenait au point de contrôle tel un monument de granit, la poitrine ornée de rubans. Son regard bleu parcourut Amara d'un œil exercé, et à cet instant précis, cet instant crucial et fatal, il rendit son verdict. « Madame, cet événement est réservé aux personnes à accès restreint », a déclaré Thornton, levant la main pour l'arrêter avant même qu'Amara n'ait atteint le portail. « Famille et personnel autorisé uniquement. »« Je sais, » dit Amara d'une voix rauque, éraillée par le chagrin. « Son nom ?» interrompit Thornton d'un ton qui laissait entendre qu'il était déjà certain qu'on ne le trouverait pas. « Amara Thompson. Je suis la femme du général Reynolds. Thompson ?» intervint le caporal Bradley Morrison, venant de la gauche de Thornton, le visage juvénile crispé par le scepticisme. Il échangea un regard avec son supérieur qui en disait long. L'épouse du général est enregistrée sous le nom d'Amara Reynolds. Vous venez de dire Thompson. Thompson est mon nom de jeune fille, expliqua Amara, la fatigue ralentissant sa voix. Je l'ai gardé pour mon service militaire. Mais légalement, je suis Amara Reynolds. J'ai mon certificat de mariage. Service militaire? Le lieutenant Patricia Sterling apparut sous la tente de sécurité, son uniforme impeccable sans un pli. Madame, j'ai organisé 15 funérailles militaires, et les familles ne mentionnent généralement pas leur service militaire au point de contrôle. C'est inhabituel. Le mot planait dans l'air comme une accusation. « Je suis colonel », dit Amara, redressant le dos malgré son chagrin. « Retraité, armée de l'air des États-Unis. J'ai servi... » « Madame, » l'interrompit Thornton, d'un ton qui trahissait une certaine impatience. « Je vais avoir besoin de voir une pièce d'identité, et je vais vous demander de vous écarter le temps que nous vérifions vos informations. Nous avons 300 invités qui attendent d'entrer, et nous ne pouvons pas retarder les funérailles pour... » « Pourquoi ?» La voix d'Amara se brisa. « Je suis sa femme. Je suis sa femme depuis 25 ans. J'ai des papiers d'identité. J'ai... » « Écartez-vous, madame, » ordonna Morrison, en s'avançant pour l'éloigner physiquement. Sa main agrippa son bras, ses doigts s'enfonçant dans son biceps avec une force excessive. « Vous perturbez une cérémonie militaire solennelle, et si vous ne vous conformez pas à nos ordres, nous serons contraints de vous expulser des lieux. » Derrière eux, une file de personnes en deuil s'était formée. Généraux, politiciens, familles de militaires, tous observant la scène avec un mélange de malaise et de curiosité. Certains sortaient leur téléphone portable, d'autres chuchotaient. Quelques parents serraient leurs enfants contre eux. « Regardez ma carte d'identité », supplia Amara en essayant de sortir sa carte militaire de son sac à main, tandis que Morrison la retenait fermement. « Regardez mon certificat de mariage, regardez. » « Ça peut être falsifié, » dit Sterling d'un ton dédaigneux, sans même avoir jeté un coup d'œil au document. « Vous savez combien de personnes tentent de s'incruster aux funérailles de personnalités? Vous arrivez ici. »
Son regard parcourut la robe simple d'Amara avec un mépris non dissimulé. Dans cette tenue, en prétendant être l'épouse d'un général 4 étoiles, sous un autre nom de famille, et vous vous attendez à ce qu'on vous laisse passer comme ça? Si vous pensez que chacun mérite d'être traité avec dignité et respect, surtout dans les moments les plus difficiles, abonnez-vous dès maintenant. Cette histoire vous montrera pourquoi c'est plus important que jamais. Mon mari est enterré aujourd'hui. La voix d'Amara se brisa, les larmes ruisselant sur son visage, tandis que l'étreinte de Morrison se resserrait. J'ai été marié à Thomas Reynolds pendant 25 ans. J'étais avec lui quand il est mort. Je lui tenais la main. Madame, vous devez vous calmer, ordonna Thornton en portant la main à sa radio. Vous devenez hystérique, et je n'hésiterai pas à vous faire expulser de force si vous ne parvenez pas à vous maîtriser. Je suis calme, cria Amara. J'essaye d'assister aux funérailles de mon mari, et vous ne me laissez pas passer parce que... Elle s'est retenue de le dire. Parce que je suis noire et que vous ne pouvez pas imaginer une femme noire mariée à un général 4 étoiles blanc. Parce que vous avez regardé ma peau et ma robe simple et vous avez décidé que je n'avais pas ma place ici. Mais elle n'avait pas besoin de le dire. Ils le savaient, tous. Madame, je vous ai demandé à 3 reprises de vous écarter, déclara Thornton d'un ton péremptoire. Morrison, escortez-la hors des lieux. Si elle résiste, appelez la police du Capitole. Non! Amara tenta de se dégager, mais l'étreinte de Morrison était de fer. Vous ne pouvez pas faire ça. Appelez quelqu'un qu'il connaissait. Appelez le général Williams. Appelez Isaiah Washington. Ils vous diront qui je suis. S'il vous plaît. Tout le monde prétend connaître quelqu'un d'important, marmonna Sterling en prenant des notes sur son bloc-notes. Sécurité. Nous avons besoin de renforts à la porte 7. Nous avons un individu perturbateur qui prétend être... Les gens comme toi ont toujours une excuse, siffla Morrison à l'oreille d'Amara en l'entraînant de force, ses doigts s'enfonçant si fort dans son bras que des bleus se formaient. Toujours une histoire, toujours à réclamer un traitement de faveur. Eh bien, pas aujourd'hui. Ici, c'est le cimetière national d'Arlington et on ne plaisante pas. Les talons d'Amara raclèrent le trottoir tandis qu'elle tentait de résister. Son sac s'ouvrit et son contenu se répandit. Des photos d'elle et de Thomas en uniforme, leurs photos de mariage, des lettres écrites de sa main. Morrison les repoussa d'un coup de pied sans même les regarder, traitant 25 ans de sa vie comme des ordures. « Vous me faites mal !» s'écria Amara, tandis que Morrison lui tordait le bras dans le dos, utilisant une technique de soumission généralement réservée aux criminels violents. « J'ai une blessure à l'épaule, contractée en service. Tu aurais dû y penser avant de tenter de perturber les funérailles d'un général, grogna Morrison. Maintenant, tu vas partir sans faire de bruit, ou tu vas partir menotté, à toi de choisir. La foule des personnes en deuil s'était agrandie, les téléphones brandis, immortalisant chaque instant. Certains visages exprimaient la compassion, d'autres le mépris. Quelques-uns se réjouissaient de voir quelqu'un recevoir ce qu'il méritait. Le colonel Dennis Blackwood émergea de la zone principale, le visage rouge de fureur, non pas à cause du traitement infligé à Amara, mais à cause de la perturbation. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» s'écria-t-il. « La cérémonie commence dans 10 minutes et j'ai une file de VIP bloquée à cause de... » Son regard se posa sur Amara qui se débattait dans l'étreinte de Morrison, sa robe déchirée à l'épaule, des larmes ruisselant sur son visage. « À cause de ça ?»« Monsieur, cette femme tente d'entrer sans autorisation, » rapporta Thornton d'un ton sec. « Elle prétend être l'épouse du général, mais ne peut fournir de justificatif valable. Elle perturbe le bon déroulement des opérations et oppose une résistance physique. J'ai ordonné son expulsion. »« Je suis sa femme !» hurla Amara, sa voix résonnant dans tout le cimetière et brisant l'atmosphère solennelle. « Mon mari est Thomas Reynolds. Je suis marié avec lui depuis 25 ans. Je suis colonel à la retraite. J'ai servi ce pays pendant 23 ans. Vous ne pouvez pas me faire ça. » Madame, si vous étiez réellement colonel, vous comprendriez la hiérarchie.
dit Blackwood d'un ton glacial, son regard parcourant sa robe simple et son absence de prestance militaire en ce moment de détresse extrême. Vous comprendriez le protocole. Vous comprendriez que se présenter aux funérailles d'un général 4 étoiles habillé comme pour aller faire des courses et provoquer un scandale n'est pas le comportement des militaires. Vous pouvez partir de vous-même, ou le caporal Morrison vous escortera jusqu'à un lieu de détention provisoire où la police du Capitole pourra traiter votre tentative de perturbation d'obsèques militaires, un acte passible de graves poursuites fédérales. Inscrivez les charges, lança une voix derrière eux, celle du commandant Jasmine Harris se frayant un chemin à travers la foule. Son visage sombre était rouge de colère, son uniforme orné de décorations militaires. Mais vous devriez peut-être vous renseigner sur la personne à qui vous vous adressez avant d'aggraver considérablement la situation. Major Harris, reculez, ordonna Blackwood. Ce n'est pas votre affaire. C'est extrêmement préoccupant de voir 3 militaires agresser physiquement la colonelle Amara Reynolds, pilote de chasse décorée de 2 Distinguished Flying Cross lors des funérailles de son mari, a déclaré Harris, d'une voix empreinte d'autorité forgée sur le champ de bataille. Vous voulez parler de protocole, colonel? Que diriez-vous du protocole qui stipule que la veuve du défunt doit être traitée avec honneur et respect? Que diriez-vous du protocole qui exige la vérification d'identité avant toute agression? Morrison relâcha légèrement son emprise sur Amara et l'incertitude se peignit sur son visage. L'assurance de Thornton vacilla. Sterling baissa son bloc-notes. Son nom ne figure pas sur la liste principale, a déclaré Sterling, mais sa voix avait perdu toute assurance. Nous avons des protocoles. Nous avons... Son nom figure sur la liste famille, lança Harris sèchement, sortant son téléphone et montrant un document. Amara Thompson Reynolds, épouse du général Thomas Jefferson Reynolds. Mariée le 15 juillet 2000. Adresse du domicile. Ça pourrait être truqué, interrompit Thornton, mais il s'accrochait désormais à des chimères. Alors appelez le général Williams, dit Amara en pleurant. Appelez Isaiah Washington. Appelez n'importe qui a connu mon mari. Ils vous le diront. Attendez, dit Blackwood, le visage blême, comme si un déclic s'était produit dans sa mémoire. Son regard glissa du visage d'Amara aux photos éparpillées au sol, des photos montrant Amara en uniforme de l'armée de l'air, debout à côté du général Reynolds. Attendez une putain de minute. La cérémonie devait commencer dans 8 minutes. Et au loin, marchant d'un pas décidé vers la porte 7, apparut le général Isaiah Washington, 4 étoiles brillant sur ses épaules, le visage sombre crispé par une fureur à peine contenue. La foule s'écarta sur son passage comme la mer Rouge. Thornton, Morrison, Sterling et Blackwood se redressèrent instinctivement. Même les civils présents pressentaient qu'un événement important allait se produire. Le regard de Washington balaya la scène. Amara, sa robe déchirée, son bras meurtri, son visage baigné de larmes, Morrison la tenant toujours dans ses bras, ses affaires personnelles éparpillées sur le sol comme des ordures. La foule, téléphone levé. « Libérez-la !» ordonna Washington, et les mains de Morrison s'éloignèrent d'Amara comme si elle avait pris feu. « Maintenant. »« Monsieur, nous étions juste, » commença Thornton. « Je n'ai pas demandé d'explication, sergent-major. Je vous ai donné un ordre. Caporal Morrison, colonel Blackwood, lieutenant Sterling, vous vous tiendrez au garde à vous et vous ne bougerez pas tant que je ne vous aurai pas donné le contraire. » Ils obéirent sur le champ, la terreur remplaçant l'arrogance. Washington s'approcha d'Amara, les yeux brillants d'émotion. Le chagrin de son ami disparut et la colère face au traitement infligé à sa femme. Il se pencha et l'aida doucement à se relever en prenant soin de son épaule blessée. Il ramassa ses affaires éparpillées avec respect, traitant chaque photo et chaque lettre comme l'objet sacré qu'elles étaient. « Colonel Reynolds, » dit doucement Washington, utilisant son grade militaire et son nom d'épouse. « Je suis profondément désolé pour votre perte et pour cette honte. »« Ils ne m'ont pas laissé passer, » murmura Amara. « Aux funérailles de mon propre mari. Ils n'ont même pas voulu regarder ma carte d'identité. Ils ont dit que je mentais. Ils ont dit... »« Je sais, » dit Washington, la rage et la tristesse se mêlant dans sa voix.
Je sais exactement ce qu'ils ont dit. Et ce qu'ils n'ont pas dit, mais qu'ils pensaient. Il se tourna vers les 4 militaires et sa voix résonna dans tout le cimetière. Voici la colonelle Amara Thompson Reynolds. Colonel retraitée de l'US Air Force, elle compte 23 ans de service exceptionnel. Elle a piloté des F-16 lors de l'opération Iraqi Freedom. Elle a reçu 2 Distinguished Flying Cross, une Bronze Star avec mention de bravoure et une Purple Heart pour acte de bravoure. Son avion a été touché par des tirs ennemis au-dessus de Fallujah, mais elle a malgré tout réussi à mener à bien sa mission et à ramener son appareil à bon port. Elle totalise plus de 3000 heures de vol. Elle a formé des centaines de pilotes. Elle a sauvé d'innombrables vies. Sa voix s'éleva, emplissant le cimetière d'une colère justifiée. Elle est aussi l'épouse, la veuve du général Thomas Jefferson Reynolds, l'homme que nous sommes venus honorer aujourd'hui. Ils ont été mariés pendant 25 ans. Elle lui tenait la main lorsqu'il est décédé il y a 4 jours. Elle aurait dû être escortée jusqu'à ses portes par une garde d'honneur. Elle aurait dû être traitée avec la dignité et le respect que méritent son service et son sacrifice. Le regard de Washington brûlait Thornton, Morrison, Sterling et Blackwood. Au lieu de cela, elle a été agressée, brutalisée et humiliée au pire moment de sa vie parce que vous avez regardé sa couleur de peau, sa robe simple, et décidé qu'elle n'avait pas sa place ici. Vous n'avez pas vérifié vos listes correctement. Vous n'avez pas vérifié son identité. Vous n'avez pas passé un seul coup de fil. Vous avez vu une femme noire et vous avez supposé qu'elle était une menace, une menteuse, une criminelle qui essayait de s'incruster à des funérailles, et vous l'avez traitée en conséquence. Le silence qui suivit était assourdissant. Si ce moment de justice et de responsabilisation vous interpelle, abonnez-vous et aimez cette vidéo dès maintenant. Le parcours d'Amara ne fait que commencer, et vous devez voir comment cela se termine. Monsieur, nous ne faisions que suivre le protocole, tenta faiblement Blackwood. Protocole? Rugit Washington. Votre protocole était de brutaliser une veuve en deuil? Votre protocole était d'ignorer ses papiers d'identité, ses papiers, ses supplications désespérées? Votre protocole était d'agresser physiquement un vétéran de guerre handicapé? Il sortit son téléphone, ses doigts se déplaçant avec une précision rageuse. Je contacte immédiatement le juge-avocat général Hayes. Je porte plainte contre vous 4 pour agression, manquement à vos devoirs et conduite indigne. Vous serez traduit en cour martiale. Et je veillerai personnellement à ce que chaque seconde de la vidéo filmée par ces personnes, dit-il en désignant la foule de personnes en deuil dont la plupart continuaient à filmer, soit versée au dossier comme preuve. Général Washington, je vous en prie, supplia Sterling, les larmes ruisselant sur son visage. Nous avons commis une erreur. Nous ne savions pas. Nous pensions. Vous avez pensé? La coupa brutalement Washington. Vous n'avez pas réfléchi. Voilà le problème. Vous avez supposé. Vous avez jugé. Vous avez brutalement agressé. Et vous l'avez fait en un lieu sacré, lors d'un enterrement, contre une femme qui a donné plus à ce pays que vous ne le ferez jamais. Il se retourna vers Amara, sa voix s'adoucissant. Colonel Reynolds, si vous pouvez le supporter, votre mari vous attend. Je vous escorterai personnellement jusqu'à votre place d'honneur à l'avant. Et ces 4-là, il leur jeta un regard méprisant, seront immédiatement évacués de ce cimetière et détenus en attendant leur procès devant une cour martiale. Amara hocha la tête, incapable de parler, son corps tremblant de chagrin, de traumatisme et du choc de cette reconnaissance après un rejet si brutal. Washington lui offrit son bras, qu'elle prit, se laissant guider vers la porte qui lui avait été fermée quelques instants auparavant. Au passage du cortège funèbre, chaque personne présente, généraux, sénateurs, amiraux, vétérans décorés, se tint au garde à vous et salua. Non pas pour le grade de Washington, mais pour le sien. Pour son service, pour son sacrifice, pour l'injustice qu'elle avait subie et la dignité avec laquelle elle l'avait endurée. Derrière eux, la police militaire s'avançait déjà pour appréhender Thornton, Morrison, Sterling et Blackwood. Les funérailles militaires, qui devaient être parfaites, s'étaient transformées en scène de crime.
L'histoire d'Amara ne commençait pas à cette porte, et la cruauté dont elle fut victime ce jour-là n'était pas un cas isolé. Pour comprendre comment une telle injustice pouvait se produire en ce lieu si sacré, il fallait comprendre qui était vraiment Amara Thompson. La mère d'Amara, Diane Thompson, avait fait le ménage chez de riches familles blanches de Lake Forest pendant 30 ans, prenant le train pendant 3 heures chaque jour pour que sa fille puisse fréquenter de bonnes écoles dans leur quartier du South Side de Chicago. Diane partait à 4 heures du matin et rentrait à 8 heures du soir, les mains écorchées par les produits chimiques de nettoyage industriel, les genoux douloureux à force de frotter les sols, le dos courbé par des années à porter des charges lourdes. Elle ne se plaignait jamais. Elle avait un objectif. Sa fille ne ferait pas le ménage. Sa fille s'envolerait. Quand Amara eut 12 ans, sa mère économisa pendant 2 ans pour l'emmener au spectacle aérien et nautique de Chicago. Elles se tenaient sur la plage de North Avenue, entourées de milliers de personnes, et regardèrent les Blue Angels fendre le ciel en formation parfaite. Le bruit était assourdissant. La précision était époustouflante. Et quand ces FA-18 se mirent à la verticale, s'élevant droit vers les nuages dans un rugissement qui vous faisait vibrer la poitrine, la petite Amara leva les yeux vers sa mère et dit « Je veux faire ça ». Diane Thompson, qui n'avait jamais terminé ses études secondaires, qui avait passé toute sa vie à embellir les maisons des autres tout en vivant dans un petit appartement de 2 chambres, baissa les yeux vers sa fille et dit « Alors tu le feras ». 15 ans plus tard, le sous-lieutenant Amara Thompson se tenait devant un F-16 Fighting Falcon sur la base aérienne de Nellis. Les mains tremblantes, elle achevait sa vérification pré-vol de l'appareil qu'elle allait piloter seule pour la première fois. Elle pensait à sa mère, décédée d'un cancer 3 mois plus tôt, les mains encore abîmées par les produits chimiques, et à son rêve devenu réalité grâce aux ailes de sa fille. C'est sur la base aérienne de Ramstein, en Allemagne, lors d'un exercice d'entraînement conjoint en 2000, qu'elle rencontra pour la première fois le colonel Thomas Reynolds. Il évaluait les performances des pilotes et elle venait de terminer une mission d'entraînement qui avait laissé son instructeur sans voix. Elle avait piloté son F-16 à travers un système de défense antimissile solaire simulé avec une telle précision et une telle créativité que les concepteurs du scénario avaient dû revoir leurs paramètres. « Où avez-vous appris à voler comme ça ?» lui demanda Reynolds après le débriefing. « Le South Side de Chicago », répondit Amara. « Éviter les ennuis vous apprend à être créatif avec vos trajectoires de vol ?» Il rit. Ils discutèrent pendant 3 heures de tactique, de stratégie et de l'avenir des combats aériens. 6 mois plus tard, ils se fiancèrent. 1 an après, ils se marièrent. Les accusations ont fusé. Arnaqueuse. Opportuniste. Embauchée grâce à la discrimination positive, elle avait piégé une étoile montante. Les rumeurs les ont suivies à chaque affectation, chaque promotion, chaque base. Lorsque Reynolds a été promu général, les rumeurs se sont transformées en spéculations ouvertes. Avait-elle obtenu son grade en couchant avec ses collègues? Était-elle réellement compétente ou simplement un critère de diversité? La réponse d'Amara fut de devenir la meilleure pilote de chasse de l'US Air Force. En 2003, lors de l'opération Iraqi Freedom, son escadrille appuyait les troupes au sol sous un feu nourri près de Fallujah. Des missiles solaires illuminaient le ciel. Un de ses ailiers fut touché et s'éjecta. Un autre dut faire demi-tour, moteur endommagé. Amara resta sur place, enchaînant les passages pour neutraliser les positions ennemies. Son appareil reçut des éclats d'obus qui déchirèrent son aileron gauche et endommagèrent son système hydraulique. Elle mena à bien sa mission, sauva 17 vies américaines au sol, puis parcourut 225 km à bord de son F-16 endommagé, regagnant sa base grâce à ses systèmes de secours. Elle atterrit sans volet et avec un contrôle minimal. On lui a décerné la Distinguished Flying Cross. Certains disaient encore qu'elle ne l'avait obtenue que parce qu'elle était noire et que l'armée avait besoin d'une bonne publicité. Lorsque Thomas a pris sa retraite avec 4 étoiles en 2020 et Amara avec le grade de colonel en 2022,
sa blessure à l'épaule contractée lors de la mission à Fallujah l'obligeant finalement à se retirer, ils avaient prévu de voyager, de faire du bénévolat, de vivre enfin la vie qu'ils avaient reportée pendant des décennies de service. 15 mois s'étaient écoulés. 15 mois de café matinal sur la véranda, de promenade vespérale dans Arlington, de week-end à la plage. 15 mois à enfin être ensemble. Il a été victime d'une crise cardiaque un mardi après-midi alors qu'il jardinait. Amara lui a tenu la main, a appelé les secours et, prise de panique, a tenté de se souvenir de ses connaissances en secourisme. Il est décédé dans l'ambulance, ses derniers mots « Je t'aime, colonel ». L'enquête sur les événements survenus à la porte 7 a débuté avant même la fin des funérailles. Le général Washington avait tenu parole concernant le dépôt de plainte et les vidéos de dizaines de téléphones portables ont fourni des preuves irréfutables de chaque instant de l'humiliation et de l'agression subie par Amara. Mais l'enquête a révélé bien pire que 4 individus ayant commis une terrible erreur. Elle a révélé un schéma. Les enquêteurs fédéraux ont découvert qu'au cours des 18 mois précédents, 12 autres membres de familles noires avaient été retardés, interrogés ou s'étaient vus refuser temporairement l'accès aux funérailles militaires à Arlington. 6 familles hispaniques avaient subi un traitement similaire. Des vétérans asiatiques américains s'étaient vus demander des pièces d'identité supplémentaires malgré la possession des documents requis. Dans tous les cas, le personnel de sécurité avait pris des décisions subjectives, se basant sur l'apparence des personnes lors des cérémonies militaires. L'explosion médiatique fut immédiate et brutale. Toutes les grandes chaînes d'information firent leur une sur l'affaire. Une pilote de chasse décorée agressée aux funérailles de son mari. Les vidéos devinrent virales en quelques heures. Le soir même, le visage d'Amara, strié de larmes, meurtri, désespéré, était partout. Les réseaux sociaux s'enflammèrent d'indignation. Les associations d'anciens combattants publièrent des communiqués. Les organisations de défense des droits civiques exigèrent des mesures. Dans les 48 heures qui suivirent, le ministère de la Défense annonça un examen approfondi des protocoles de sécurité dans toutes les installations et cérémonies militaires. Le secrétaire à la Défense en personne appela Amara pour lui présenter ses excuses. Le Congrès convoqua des auditions. Les 4 personnes responsables furent suspendues en attendant leur comparution devant une cour martiale. Mais Amara n'y prêta guère attention. Elle tentait encore de réaliser qu'elle avait enterré son mari et que ses derniers souvenirs de ses funérailles étaient ceux des brutalités infligées par l'institution même qu'ils avaient tous deux servi pendant des décennies. 3 semaines plus tard, le procès en cour martiale s'est ouvert à la base militaire conjointe Myer-Henderson Hall, juste en face du cimetière d'Arlington. La salle d'audience était bondée de journalistes, d'anciens combattants et d'observateurs d'organisations de défense des droits civiques. La juge avocate générale Rebecca Hayes a instruit l'affaire personnellement, une situation inédite pour une affaire habituellement confiée à des procureurs subalternes. Les preuves étaient accablantes. Les vidéos montraient tout. La poigne brutale de Morrison sur le bras d'Amara, les ecchymoses qui se formaient en temps réel, le refus méprisant de Thornton de vérifier son identité, les commentaires sarcastiques de Sterling sur la robe d'Amara, le discours condescendant de Blackwood sur le protocole. L'enregistrement audio captait chaque mot, chaque insulte, chaque supposition. Mais la preuve la plus accablante provenait des registres de sécurité eux-mêmes. Le nom d'Amara figurait sur la liste familiale depuis le début. Amara Thompson Reynolds, épouse du colonel à la retraite décédée. C'était là, sous leurs yeux, dans le système qu'ils prétendaient avoir consulté. Ils n'y avaient tout simplement pas jeté un œil, car ils avaient conclu, d'après son apparence, qu'elle ne pouvait pas être celle qu'elle prétendait être. Hayes se tenait devant le tribunal militaire, la voix glaciale d'une fureur contenue. Les accusés prétendent avoir suivi le protocole. Soyons clairs. Aucun protocole au sein de l'armée américaine n'autorise le personnel de sécurité à agresser physiquement une veuve en deuil en raison de la couleur de sa peau. Aucun protocole ne permet d'ignorer une pièce d'identité valide. Aucun protocole n'autorise à présumer qui, à sa place, a une cérémonie militaire en fonction de sa tenue vestimentaire ou de son apparence. Elle a projeté une vidéo sur les écrans de la salle d'audience.
Morrison repoussant les photos éparpillées d'Amara, traitant les souvenirs de 25 ans de mariage comme des ordures. Ce n'est pas une question de protocole. C'est du racisme. C'est de la brutalité. C'est une honte pour toutes les valeurs que l'armée américaine prétend représenter. L'avocat de la défense de Thornton a plaidé que son client avait été dépassé par les exigences de sécurité d'obsèques très médiatisées, qu'il avait commis une erreur honnête sous la pression et qu'il n'y avait eu aucune animosité raciale dans ses actes. Ace a anéanti cet argument d'une simple question lors du contre-interrogatoire. Sergent-major Thornton, en 30 ans de service militaire, combien de femmes blanches avez-vous physiquement maîtrisées et expulsées de cérémonies militaires parce qu'elles n'avaient pas l'air d'être à leur place? Le silence qui suivit fut une réponse suffisante. L'avocat de Morrison a tenté de faire croire que son client avait utilisé une force raisonnable pour expulser une personne perturbatrice. Ace a rétorqué en faisant témoigner le docteur Sarah Chen, médecin urgentiste, qui a déclaré que les ecchymoses sur le bras d'Amara étaient compatibles avec une force excessive susceptible d'avoir causé des lésions nerveuses permanentes à une personne souffrant déjà d'une blessure à l'épaule comme Amara. Sterling a tenté de justifier ses propos sur la tenue d'Amara en affirmant qu'elle ne faisait que respecter les normes vestimentaires d'une cérémonie militaire officielle. Hayes a présenté des photos des mêmes funérailles montrant des membres de la famille Blanc vêtus de vêtements décontractés qui avaient été autorisés à passer sans problème. Blackwood s'est défendu en affirmant qu'il était arrivé trop tard alors que la situation avait déjà dégénéré et qu'il tentait simplement de maintenir l'ordre. Ace a diffusé un enregistrement audio où on l'entendait sermonner Amara sur la hiérarchie et insinuer qu'elle ne pouvait pas être colonel à cause de son apparence et de son comportement lors d'un moment de grande détresse émotionnelle. Le tribunal a délibéré pendant 3 heures. À son retour, le verdict était unanime. Le sergent-major Richard Thornton, reconnu coupable d'agression, de manquement à ses devoirs et de conduite indigne. Condamné à 2 ans de prison militaire, à la rétrogradation au grade de simple soldat, au renvoi déshonorant et à la perte de tous ses droits à pension. Le caporal Bradley Morrison, reconnu coupable de voies de fait avec circonstances aggravantes, usage excessif de la force contre un vétéran handicapé, il a été condamné à 3 ans de prison militaire et radié des cadres. Lieutenant Patricia Sterling, coupable de manquement à ses devoirs et de conduite indigne. Condamné à 1 an de prison militaire, destitution, perte de ses droits à la retraite. Colonel Dennis Blackwood, coupable de manquement à ses devoirs et de non-assistance à personne en danger. Condamné à 18 mois de prison militaire, rétrogradé au grade de lieutenant, destitué de ses fonctions et privé de sa retraite. De plus, les 4 personnes ont été condamnées à verser des dommages et intérêts à Amara pour le préjudice moral et les frais médicaux liés à ses blessures. À la lecture des sentences, le visage de Morrison se décomposa. Sterling sanglotait ouvertement. Blackwood, le regard fixe, gardait les yeux rivés droit devant lui, sa carrière militaire de 32 ans s'achevant dans un déshonneur absolu. Thornton demeura impassible, mais ses mains tremblaient tandis que la police militaire s'avançait pour les arrêter. Justice a été rendue. Richard Thornton a passé 2 ans en prison. Son héritage militaire entièrement anéanti par son racisme et sa brutalité. Si ce moment de vérité vous a touché, abonnez-vous, aimez et commentez. Auriez-vous fait preuve de clémence? Mais les conséquences ont largement dépassé le cadre des 4 personnes présentes au tribunal. L'enquête a mis au jour des problèmes systémiques dans la gestion de la sécurité au cimetière national d'Arlington, notamment pour les familles de couleur. 18 agents de sécurité ont été sanctionnés ou licenciés. L'ensemble du processus de vérification des antécédents a été revu. Une nouvelle formation sur les biais implicites et les procédures de vérification appropriées a été rendue obligatoire pour tout le personnel. Le ministère de la Défense a mis en place de nouvelles politiques exigeant de multiples vérifications avant de refuser l'accès à une cérémonie militaire à un membre de famille. L'enregistrement vidéo est désormais obligatoire à tous les points de contrôle de sécurité. Un médiateur a été nommé pour traiter les plaintes relatives au traitement discriminatoire dans les installations militaires. Le Congrès a adopté une loi, connue officieusement sous le nom de Loi Colonel Reynolds,
qui accordait des protections fédérales en matière de droits civiques aux familles de militaires et établissait des sanctions en cas de discrimination lors des cérémonies et dans les installations militaires. Mais pour Amara, assise dans la salle d'audience lors du prononcé des peines, rien ne pouvait effacer ce qui s'était passé. Rien ne pouvait lui rendre ces instants passés aux funérailles de son mari. Rien ne pouvait effacer le souvenir des brutalités subies alors qu'elle tentait de dire adieu à l'homme qu'elle avait aimé pendant 25 ans. Lorsque les journalistes l'ont encerclée devant le palais de justice, lui demandant ce qu'elle pensait du verdict, la réponse d'Amara fut simple et dévastatrice. « Je ne me sens pas vengée. Je me sens épuisée. J'ai servi ce pays pendant 23 ans. Mon mari, 40 ans. Et quand j'ai eu besoin que ce service soit honoré, quand j'ai eu besoin d'être traité avec la plus grande dignité humaine au pire moment de ma vie, le système m'a lamentablement abandonné. L'incarcération de ces 4 personnes ne change rien à cela. Cela ne guérit pas cette blessure. Cela ne fait que la reconnaître. » Elle marqua une pause, le regard absent. Mais peut-être que la reconnaissance est le point de départ du changement. 6 mois après son passage en cour martiale, Amara s'est adressée à 300 cadets de l'armée de l'air à l'Académie de l'armée de l'air américaine de Colorado Springs. Elle avait été invitée à prendre la parole dans le cadre d'un nouveau programme de formation à la diversité et au leadership, l'une des dizaines de réformes mises en œuvre à la suite de ce que les médias avaient surnommé l'incident d'Arlington. Elle portait son uniforme de cérémonie pour la première fois depuis les funérailles de Thomas, sa poitrine ornée de rubans témoignant de son engagement. 2 Distinguished Flying Cross, la Bronze Star avec mention de bravoure, la Purple Heart et la Air Medal avec 3 agrafes de feuilles de chêne. Les cadets restèrent assis dans un silence absolu lorsqu'elle prit la parole. « Je m'appelle le colonel Amara Thompson Reynolds », commença-t-elle d'une voix assurée. Et je vais vous raconter le jour où j'ai été agressée aux funérailles de mon mari parce que le personnel de sécurité a regardé ma couleur de peau et a décidé que je n'avais pas ma place là-bas. Pendant 40 minutes, elle a raconté avec une franchise brutale son expérience, la douleur physique de l'étreinte de Morrison, le traumatisme émotionnel d'être traitée comme une criminelle alors qu'elle tentait de faire son deuil, le racisme systémique qui avait permis que cela se produise. Elle n'a rien édulcoré. Elle n'a rien facilité pour eux. Certains d'entre vous, ici présents, deviendront officiers, dit-elle en parcourant du regard les jeunes visages devant elle. Certains d'entre vous décideront qui mérite le respect et qui est suspecté. Certains d'entre vous auront le pouvoir de bafouer la dignité d'une personne sur la base d'une simple supposition. Et je suis là pour vous dire, cette supposition pourrait concerner quelqu'un comme moi, quelqu'un qui a servi, quelqu'un qui s'est sacrifié, quelqu'un qui a pleinement mérité d'être traité avec honneur. Elle marqua une pause, laissant le poids de ses paroles se faire sentir. Les 4 personnes qui m'ont agressé ce jour-là pensaient faire leur travail. Ils pensaient suivre le protocole. Ils pensaient que leur jugement était irréprochable. Ils se sont trompés sur toute la ligne. Et maintenant, ils sont en prison. Leur carrière brisée, leur réputation ruinée, tout cela parce qu'ils n'ont pas su dépasser leurs propres préjugés suffisamment longtemps pour consulter une liste. Une cadette leva la main. Une jeune femme noire au 3e rang. « Madame, comment faire pour ne pas devenir comme elle ?» Amara sourit tristement. « Tu remets en question chacune de tes suppositions sur les gens. Tu vérifies au lieu de présumer. Tu te souviens que la dignité ne te coûte rien, mais qu'elle est inestimable pour celui qui la reçoit. Et tu comprends que l'uniforme ne te rend pas immunisé contre les préjugés. Il te rend simplement plus responsable. » L'ovation debout dura 5 minutes. Ensuite, des dizaines de cadets firent la queue pour la remercier, partager leurs propres histoires de discrimination et promettre de faire mieux. Amara les écouta un par un, reconnaissant sur leurs jeunes visages la même détermination qu'elle avait eue à leur âge, la conviction qu'ils pouvaient changer un système défaillant de l'intérieur. C'était un travail épuisant, cette éducation constante, cette explication perpétuelle de la dignité humaine fondamentale. Mais c'était aussi nécessaire, car l'enquête qui a suivi son agression avait révélé quelque chose de terrifiant. Son expérience n'était pas un cas isolé, c'était simplement celle qui avait été filmée.
Le général Isaiah Washington était devenu le plus fervent défenseur d'Amara. Il avait usé de sa position et de son influence pour promouvoir des réformes profondes au sein de toutes les branches des forces armées. Il avait témoigné devant le Congrès. Il avait signé des tribunes dans de grands journaux. Il s'était donné pour mission de faire en sorte que ce qui était arrivé à Amara ne se reproduise jamais pour une autre famille de militaires. 2 ans après l'incident d'Arlington, Washington a appelé Amara pour lui annoncer la nouvelle. Le secrétaire à la Défense souhaite créer un nouveau poste, lui a-t-il dit. Conseiller spécial pour la dignité des familles militaires et les droits civiques. Ce serait un poste civil rattaché directement au secrétaire. Il aurait plein pouvoir pour enquêter sur les plaintes, recommander des changements de politique et superviser la mise en œuvre de mesures antidiscriminatoires dans toutes les installations militaires du monde. D'accord, dit lentement Amara. Cela semble important. Oui, et il vous veut pour ce poste. Amara resta assise en silence, absorbée par ses pensées. Ce poste signifierait retourner dans le monde qu'il avait brutalisé. Cela signifierait revivre son traumatisme à chaque nouvelle plainte. Cela signifierait affronter la résistance de ceux qui la croyaient excessive, qui pensaient que la discrimination n'était pas un vrai problème, qui voyaient en sa présence un rappel des échecs de l'armée. « Je le ferai », dit-elle. Washington laissa échapper un rire de soulagement. « Je lui avais dit que tu le ferais. Tu vas mettre beaucoup de gens mal à l'aise, Amara. »« Tant mieux, » répondit-elle. « C'est le confort qui permet à l'injustice de perdurer. » Dans ses nouvelles fonctions, Amara s'est rendue sur des bases militaires aux États-Unis et à l'étranger. Elle a recueilli d'innombrables témoignages de militaires et de leurs familles victimes de discrimination. Profilage racial aux entrées des bases, attribution de logements discriminatoires, évaluation de performances biaisées, application inégale de la justice militaire. Chaque récit venait s'ajouter aux preuves accablantes que le problème était systémique et non un cas isolé. Elle a mis en place de nouveaux programmes de formation qui, au-delà des simples exposés sur les préjugés, ont instauré de véritables mécanismes de responsabilisation. Elle a établi des systèmes de signalement anonymes protégeant les plaignants de toute représailles. Elle a collaboré avec le bureau du juge-avocat général afin de garantir que les comportements discriminatoires entraînent de réelles conséquences. Et lentement, douloureusement, le changement commença à se produire. 3 ans après sa prise de fonction, Amara reçut une lettre du sergent-major Richard Thornton. Il purgeait alors depuis 18 mois une peine de 2 ans au centre disciplinaire de Fort Leavenworth. « Colonel Reynolds, je ne m'attends pas à ce que vous lisiez ceci. Je ne m'attends pas à votre pardon. Je ne mérite ni l'un ni l'autre. Mais j'écris quand même parce que mon thérapeute dit que je dois assumer mes responsabilités et surtout parce que vous méritez de l'entendre directement de ma bouche. Ce que je vous ai fait ce jour-là est impardonnable. Je vous ai agressé. Je vous ai brutalisé. Je vous ai traité comme une criminelle alors que vous étiez une veuve éplorée et une vétérane décorée. J'ai agi ainsi parce que j'ai porté un regard sur votre couleur de peau et formulé des suppositions dénuées de tout fondement, sans aucun rapport avec la réalité ou les usages. J'ai eu 2 ans pour réfléchir à ce jour-là. 2 ans pour ruminer la honte de mes actes. 2 ans pour comprendre que mes actions n'étaient pas qu'une simple erreur. Elles étaient l'aboutissement d'une vie entière de préjugés inconscients et conscients que je n'avais jamais examinés ni remis en question. J'ai gâché les funérailles de votre mari. J'ai ruiné ma carrière. J'ai ruiné la sécurité financière de ma famille. Mais surtout, j'ai perdu tout droit de me dire soldat. Car les soldats sont censés protéger les gens comme vous, pas les agresser. Je ne demande pas pardon. Je ne demande rien. Je voulais simplement que tu saches que je comprends ce que j'ai fait. Je comprends le mal que j'ai causé. Et je comprends que je ne pourrai jamais le réparer. Si ma punition et ma honte publique peuvent empêcher ne serait-ce qu'une seule autre personne de faire les mêmes choix que moi, alors peut-être qu'un infime bienfait pourra résulter du terrible tort que j'ai commis à votre égard. Avec un profond remords et une grande honte, Richard Thornton Amara lut la lettre 3 fois. Elle n'éprouva aucune satisfaction, aucun sentiment de victoire.
juste de l'épuisement. Elle la classa avec les centaines d'autres documents relatifs à son affaire et reprit son travail. 5 ans après Arlington, Amara se trouvait de nouveau dans ce cimetière, mais cette fois par choix et non par obligation. Elle avait été invitée à prendre la parole lors de l'inauguration d'un nouveau mémorial, le monument à la dignité des familles de militaires, érigé près de la tombe du soldat inconnu. Le monument comportait une statue en bronze d'une femme vêtue d'une robe simple, debout devant une porte, la tête haute malgré les personnages qui lui barrent le passage. À sa base, une inscription disait « À la mémoire de toutes les familles de militaires qui ont subi discrimination, préjugés et injustice en honorant la mémoire de leurs proches, que leur dignité ne soit plus jamais remise en question, que leur service ne soit plus jamais ignoré, que leur chagrin ne soit plus jamais aggravé par la cruauté. » En dessous, une seconde inscription, dédiée en l'honneur du colonel Amara Thompson Reynolds, USAF, à la retraite, dont le courage face à l'injustice a déclenché des réformes qui protègent les familles de militaires dans toutes les branches des forces armées. Amara n'avait pas connaissance de la seconde inscription avant l'inauguration du monument. Elle se tenait devant lui, les larmes ruisselant sur son visage, tandis que des familles de militaires venus de tout le pays se rassemblaient pour lui rendre hommage, ainsi qu'à toutes les personnes qui avaient un jour été traitées avec moins que ce qu'elles méritaient. Le général Washington prit la parole en premier, sa voix portant à travers la foule de milliers de personnes. « Il y a 5 ans, sur ce lieu sacré, nous avons failli à notre devoir envers la colonel Reynolds de la manière la plus fondamentale qui soit. Nous n'avons pas su voir son humanité. Nous n'avons pas su honorer son service. Nous n'avons pas su protéger sa dignité au moment où elle en avait le plus besoin. Cet échec a mis au jour des problèmes systémiques qui persistaient depuis des décennies, blessant d'innombrables familles dont les histoires n'ont jamais été filmées, jamais étudiées, jamais prises en compte. » Il se tourna pour regarder Amara droit dans les yeux. Mais la colonel Reynolds n'a pas laissé cet échec la définir. Elle a transformé sa douleur en raison d'être. Elle a fait de son traumatisme un moteur de changement systémique. Elle a veillé à ce que son expérience, aussi terrible fût-elle, soit la dernière du genre. Grâce à son travail, les familles de militaires du monde entier sont plus en sécurité, plus respectées et mieux protégées. Grâce à son courage, nous avons une armée et une nation meilleures. Quand ce fut au tour d'Amara de prendre la parole, elle se tint à la tribune et contempla la mer de visages, des militaires de tous grades et de toutes armes, des familles de toutes races et de tous horizons, des leaders des droits civiques, des politiciens et des citoyens ordinaires qui avaient suivi son histoire. « Je ne voulais pas être là il y a 5 ans, a-t-elle simplement déclaré. Je voulais assister aux funérailles de mon mari, faire mon deuil en privé, lui rendre un hommage discret. Au lieu de cela, je suis devenu le symbole de tout ce qui ne va pas dans la façon dont nous traitons les personnes qui ne correspondent pas à nos attentes inconscientes de ce qui a sa place. » Elle désigna le monument derrière elle. « Cette statue ne me représente pas vraiment. Elle représente toutes les personnes qui ont été arrêtées à une porte qu'elles avaient parfaitement le droit de franchir. Toutes les personnes qui ont été interrogées alors qu'elles auraient dû être accueillies. Toutes les personnes qui ont dû prouver leur valeur, leur identité, leur humanité à quelqu'un qui aurait simplement dû leur témoigner du respect. » Sa voix devint plus forte. « Mon mari, le général Thomas Reynolds, a servi ce pays pendant 40 ans. Et le jour de ses funérailles, j'ai été agressé sur la terre même qu'il avait défendue. Je n'ignore pas cette ironie, mais je ne peux m'empêcher de penser que sa mort et l'injustice qui a suivi ont engendré des changements qui protégeront des milliers de familles qu'il n'a jamais connues. C'est le seul réconfort que je trouve dans ce qui s'est passé. L'héritage de Thomas comprend désormais non seulement son service militaire, mais aussi les réformes nées de mon combat pour la dignité lors de ses obsèques. » Elle marqua une pause, son regard se posant sur les visages de jeunes militaires dans la foule. « À toutes les personnes en uniforme, vous détenez un pouvoir immense, le pouvoir de protéger ou de nuire, le pouvoir d'honorer ou d'humilier, le pouvoir de voir l'humanité ou de renforcer les préjugés. Utilisez ce pouvoir avec sagesse. Remettez en question vos présomptions. Vérifiez avant de juger.
Et souvenez-vous que la personne que vous vous apprêtez à renvoyer, à destituer ou à contraindre pourrait être quelqu'un qui a tout donné pour le même drapeau que vous servez. » Les applaudissements qui suivirent furent tonitruants, mais Amara les entendit à peine. Elle contemplait la statue de bronze, sa statue, et pensait à tous ceux qu'elle représentait, ceux dont l'histoire n'avait jamais été racontée, ceux qui avaient souffert en silence, ceux qui n'avaient ni preuve vidéo ni général 4 étoiles pour intervenir. Elle parlait désormais au nom de tous. Et elle continuerait de parler jusqu'à ce que le système change radicalement, jusqu'à ce que la dignité devienne un acquis et non plus un combat à mener, jusqu'à ce que plus personne n'ait à endurer ce qu'elle avait enduré. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur le cimetière d'Arlington, Amara se rendit seule sur la tombe de Thomas. Elle avait apporté des fleurs, de simples roses blanches, ses préférées. Elle s'assit sur l'herbe, près de la stèle de marbre blanc, et lui parla comme elle le faisait chaque semaine. « Je pense que tu serais fier, » dit-elle doucement. « Non pas de ce qui s'est passé, mais de ce qui a suivi. Nous avons changé quelque chose, Thomas. Nous avons vraiment changé quelque chose. » Le vent bruissait dans les arbres, emportant avec lui le parfum de la terre et des souvenirs. Au loin, elle entendit le clairon sonner pour d'autres funérailles. Un rappel que ce lieu sacré continuait d'honorer la mémoire de ceux qui y avaient servi. Mais désormais, grâce à son combat, tous étaient honorés avec la même dignité, noirs, blancs, métis, officiers et sous-officiers, hommes et femmes. Tous ceux qui avaient mérité de reposer ici pouvaient être certains que leur famille serait traitée avec le respect qu'elle méritait. Ce n'était pas suffisant. Cela ne pourrait jamais effacer ce qui s'était passé. Mais c'était déjà ça. Amara se leva, toucha une dernière fois la pierre tombale de Thomas, puis retourna vers la porte, celle-là même où elle avait été arrêtée 5 ans auparavant. Cette fois, les gardes se mirent au garde-à-vous et la saluèrent à son approche. « Bonsoir, colonel Reynolds, » dit l'un d'eux respectueusement. « Bonsoir, » répondit Amara en lui rendant son salut. En traversant ces lieux, elle se souvint de la terreur et de l'humiliation d'avoir été arrachée à cet endroit. Mais elle se souvint aussi de la force qu'elle avait puisée à ce moment-là, le refus d'accepter l'injustice, même lorsque la force écrasante tentait de la réduire au silence. Cette force avait changé un système. Cette force avait protégé des milliers de familles. Cette force avait transformé un traumatisme en héritage. Et cette force ne lui permettrait jamais d'oublier. La dignité n'est pas un privilège accordé par ceux qui détiennent le pouvoir. C'est un droit inhérent à chaque être humain, et il mérite d'être défendu, quel qu'en soit le prix. Si le parcours d'Amara, de victime à militante, de tragédie à transformation, vous a inspiré à lutter contre l'injustice dans votre propre vie, alors abonnez-vous, aimez cette vidéo et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez et ce que cette histoire a représenté pour vous. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la dignité mérite d'être défendue. Car des histoires comme celle d'Amara ne se contentent pas de nous informer. Elles nous donnent la force d'exiger mieux, d'être meilleurs et de faire en sorte que personne n'ait à se battre seul pour le respect fondamental qui lui est dû. Son combat ne s'est pas arrêté à cette porte, il a commencé là, et maintenant il se poursuit avec chacun d'entre nous,